nous en direct avec notre invité, le président de Reconquête, Éric Zemmour. Et la première question de cette partie vous est posée par Mathieu Bock-Côté. Alors, la crise en Ukraine entraîne ou favorise à tout le moins une crise de l'énergie en France aujourd'hui, au point où plusieurs ministres en viennent à développer, appelons ça, une politique de la petite laine, en expliquant aux Français comment s'habiller pour traverser l'hiver et ainsi de suite, en les appelant de ne pas paniquer au moment de faire leur plein d'essence. Est-ce que ces appels à la responsabilité sont nécessaires? Écoutez, moi, je suis un peu agacé par ce grand cirque de mettez un pull, mettez votre petite laine, etc. J'avoue que j'aurais aimé que les responsables politiques, puisqu'on les appelle comme ça, soient moins irresponsables. Parce que il faut arrêter de dire que c'est la crise en Ukraine, c'est la guerre en Ukraine qui provoque toute cette catastrophe, ces augmentations de prix, etc. Ça a été, si vous voulez, la guerre en Ukraine, c'est la mèche qui a allumé. Mais le brasier était déjà chaud parce que tout simplement, nous avons commis des erreurs énormes. Je vais très vite, hein, mais parce que c'est des problèmes techniques. Mais l'Europe nous a imposé un système au nom de la concurrence libre et non faussée, avec une fausse concurrence, avec un faux marché et avec des fausses entreprises. Elle a imposé à EDF de vendre une partie de son énergie nucléaire à un prix ridicule pour permettre à des entreprises parasites en vérité, qui sont venues acheter, qui l'ont revendu 10 fois plus cher. De quel droit ils ont pris ce bénéfice? Ces gens n'avaient rien fait, n'avaient rien investi. C'est EDF, c'est le capital public en plus. Bon. Ensuite, on nous a branché, les génies de la Commission européenne nous ont branché le prix d'électricité sur le prix du gaz. Et quand le prix du gaz a explosé, alors là, à cause de la guerre en Ukraine et du conflit avec la Russie, le prix de l'électricité a explosé aussi. Il a été multiplié par 10, par 100, c'est complètement fou. Alors qu'on avait, avec le plan nucléaire des années 70, le moyen de protéger notre autonomie et de protéger notre souveraineté. La guerre en Ukraine a bon dos aujourd'hui ? Oui, la guerre en Ukraine a bon dos pour dissimuler les graves erreurs de nos dirigeants depuis 20 ans qui ont accepté l'idéologie européenne alors qu'ils devraient protéger notre souveraineté et nos intérêts, et deuxièmement, qui ont négligé, et ça Emmanuel Macron est vraiment coupable avec François Hollande, son prédécesseur, la filière nucléaire. Vous parlez de Fessenheim, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Et pas seulement. Mais aujourd'hui, vous, aux responsabilités, qu'auriez-vous fait ? Est-ce que vous n'auriez pas quand même tenu ce discours de responsabilité, sans aller peut-être jusqu'à conseiller des cols roulés, mais j'adore les cols roulés, hein. C'est pas le problème. Vous allez les adopter, mais sur la sobriété énergétique, c'est vraiment aussi ridicule que vous ne le dites. Mais on peut dire qu'il faut économiser l'énergie, mais je trouve que c'est mal à propos. Parce que, si vous voulez, il faudrait que les dirigeants, d'abord, reconnaissent leurs fautes. Et après, on peut dire aux Français, faites attention, etc. Dans les années 70, quand il y a la crise du pétrole, oui, on dit aux Français, ne gaspillez pas, la lutte contre le gaspillage, vous vous souvenez, etc. Mais en même temps, on établit un programme nucléaire extraordinaire qui, en 10 ans, va soulever de terre 58 centrales nucléaires. Vous voulez une sorte d'inventaire? Oui, absolument, d'inventaire sur le nucléaire, oui, et l'énergie en général. C'est les dirigeants français et les dirigeants européens qui ont fait n'importe quoi. Et pour l'avenir, il faudrait annoncer, par exemple, pour compenser ce discours sur le rationnement, dire on sort de l'Arenh. Le Arenh, c'est le système dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faudrait prendre des mesures radicales, défendre les intérêts français. Sur Emmanuel Macron. C'est en train d'être fait. C'est un virage. C'est en train d'être fait. Ça fait des mois qu'on m'annonce ça. Oui. Sur l'essence, sur ces prix d'essence qui inquiètent beaucoup, on voit que la CGT est en pointe dans ce conflit. Est-ce qu'au-delà du cas de Total, est-ce que vous considérez qu'il y a réellement un problème de salaire en France ? Alors, effectivement, on voit que la CGT fait de l'agitation et essaye de faire parler d'elle c'est des mesures tout à fait excessives et qui ne doivent pas lieu d'être dans une démocratie sociale dont on parle tout le temps. D'ailleurs, même le patron de la CFDT a fait des remontrances à la CGT. Mais globalement, oui, je l'ai dit pendant la présidentielle, je pense que nous avons un problème de salaire en France et en particulier un problème de salaire net. Parce que nous avons des charges sociales beaucoup trop élevées, et pour le salarié, et surtout pour le patron. Et donc, il y a depuis 20 ans, nous avons un salaire net qui n'augmente plus guère,
et du coup, les Français sont très désavantagés par rapport à certains voisins. On voit par exemple tous ces Français qui vont en Suisse travailler, car les salaires sont 2-3 fois supérieurs, même pour des métiers comme infirmière, comme, vous voyez, c'est des métiers qui sont des métiers avec des petits salaires. En Suisse, ils ont des salaires beaucoup plus importants. Et donc, on manque de compétences. On manque. Et oui. Attendez. On allait en parler. Allez-y. Alors d'abord, moi j'ai proposé pendant la présidentielle de baisser les charges sociales. On pouvait baisser les charges sociales en cessant de nourrir la bête de notre État-providence qui soigne le monde entier, qui dépense un argent fou dans l'assistanat, et en particulier en limitant la protection sociale aux Français. En tout cas les aides non contributives. Et j'avais proposé aussi un développement de la participation, etc. C'est une réponse qu'on pourrait faire d'ailleurs aux grévistes de la CGT, de Total. Comment aurait-elle suffi face à l'ampleur de ce défi? En tout cas, c'était l'une de vos propositions. Vous parlez de ces métiers, infirmières et tant d'autres. Justement, dans Le Parisien ce matin, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe évoque ces métiers-là qui sont souvent mal pourvus. Il dit que les quotas d'immigration par profession sont envisageables et légitimes, qu'on a besoin de compétences, il affirme-t-il. Que pensez-vous de... Pourquoi vous dites... Non, parce que c'est... Parce que ça me fait, c'est un sourire, si vous voulez, triste. C'est un sourire jaune. Ça fait les gens comme Édouard Philippe, en vérité, veulent toujours plus d'immigration. Les gens comme. Parce que c'est des gens comme Édouard Philippe. Un immigrationniste pour vous? Oui, pour moi c'est pas oui. Je vais vous dire ce que c'est que le système. Venant de la droite, hein, quand même. Oui, venant. Bien sûr, vous avez raison. Mais venant d'une droite juppéiste, vous savez. Je n'ai pas souvenir. J'ai souvenir moi que c'était le lieutenant d'Alain Juppé qui parlait d'identité heureuse, qui disait que tout serait réglé, qui était l'ami de Tarek Obrou, l'imam de Bordeaux, qui, le dit imam de Bordeaux, a reconnu aujourd'hui qu'il n'y avait aucune différence entre islam et islamisme. Vous voyez, ça c'est la droite juppéiste, c'est la droite centriste. Et cette droite-là veut toujours plus d'immigration. Là, vous l'avez accusé d'être islamo-compatible quand même. Écoutez, moi je dis des faits. Je dis des faits. Alain Juppé était le patron d'Édouard Philippe et Alain Juppé a remis la Légion d'honneur à l'imam Tarek Obrou. Et Tarek Obrou qui était un frère musulman. Et qui, voilà, c'est tout ce que je dis des faits. Maintenant, pour les quotas, rapidement, on a déjà une immigration légale colossale qu'il faudrait arrêter, uniquement par les droits, c'est-à-dire le droit à faire venir sa famille, ses parents, ses cousins, même maintenant les jeunes peuvent faire venir, les jeunes migrants, sans-papiers, mais peuvent faire venir quand même leurs parents avec la dernière législation du précédent quinquennat. C'est déjà entre le droit d'asile, etc. On a 400 000 immigrés légaux tous les ans. Et M. Édouard Philippe ne dit pas qu'il va arrêter ces 400 000, qu'il va supprimer leurs droits. Non, il garde ses droits et il rajoute des quotas par profession qui manquent de compétences. Mais là-dessus... Donc, en fait, c'est une immigration en plus. Oui, mais dites-moi, est-ce qu'elle est nécessaire pour combler ces Non, manques elle n'est pas nécessaire. Il faut former des gens. Mais je vais vous dire, il faut former des gens. Il faut réformer. D'ailleurs, je vois que le gouvernement va le faire. Les allocations chômage pour pousser les gens à reprendre un travail plus vite. Il faut réduire l'assistanat. L'assistanat est un cancer en France. D'ailleurs, les classes populaires le savent mieux que les autres, car elles se lèvent tôt pour aller travailler pour un faible salaire, alors qu'il y a leurs voisins qui gagnent autant sans rien faire. Il faut absolument réduire massivement cet assistanat. Et en plus, ne plus le donner aux étrangers. Alors, d'un côté, il y a la question de l'immigration choisie. De l'autre, il y a les images qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux de dizaines de migrants franchissant les barrières pour aller vers la mairie de Paris. Que vous ont inspiré ces images ? C'est des vieilles habitudes. Vous savez, il y a depuis longtemps, vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait déjà une occupation de l'église Saint-Bernard. C'est toujours la même chose. C'est avec la complicité des associations qui agressent et qui rentrent par force dans un lieu public. Ça fait de la publicité, les médias en rendent compte, et puis après, on vient dire « Ah, ces pauvres gens, ils doivent être régularisés ». Mais c'est toujours la même méthode. Supplémentaire, puisque c'est la mairie de Paris, il y a une portée symbolique supplémentaire ? C'est pas une symbolique supplémentaire, c'est simplement la mairie de Paris est mise face à ses contradictions, puisque Madame Hidalgo est une grande habituée des discours pro-immigration. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a compris, en vérité, que l'immigration ne se limite pas à l'immigration. C'est tout simplement un remplacement de population.
Et c'est pour ça que les discussions sur les quotas, sur l'immigration choisie... Mais bien sûr, on le voit bien aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui... Non, mais on voit bien qu'aujourd'hui, notre pays est en phase à un immense bouleversement. Un immense bouleversement de population et avec des mœurs différentes, avec une violence inouïe. Je pense, moi, que la violence n'est pas de la délinquance, ce ne sont pas des faits divers, comme on dit dans les médias. J'ai utilisé le mot de francocide. C'est-à-dire que je pense que les meurtres de Français, les vols de Français, les viols de Françaises, les agressions, tout cela doit être politisé. C'est-à-dire que c'est conscient, c'est-à-dire qu'on vise exprès des Français. Oui. Vous savez, je vais vous donner 2 chiffres rapidement. Dans les transports en commun d'Île-de-France, 70% des vols sont subis par des Français et 70%, le même chiffre, sont faits par des étrangers. Pareil pour les viols dans les transports. Il y a 83% des femmes violées qui sont françaises et plus de 60% des violeurs qui sont étrangers. Et je ne vous parle pas du reste des autres qui, en vérité, sont français, mais on sait que pour la plupart, ils sont issus de l'immigration. Quand je dis cela depuis des années, aujourd'hui, je pense que nous devons globaliser, nous devons politiser cette histoire, c'est-à-dire que nous devons comprendre que ce qu'on appelle des faits divers, ce qu'on appelle la délinquance, n'est que le bras armé d'une colonisation et d'un remplacement de population. On va continuer à en parler parce que vous vous doutez bien, évidemment, et vous le savez depuis la campagne, que ces propos suscitent beaucoup de réactions. Et pour cela, on va parler aussi de l'école. C'est de là que tout vient, évidemment. Une pause et on se retrouve.